Et si, pendant que le monde regarde ailleurs, les lignes de fracture les plus dangereuses s'ouvraient sous nos pieds? Des rues britanniques chauffées à blanc au Kurdistan irakien où une guerre de cousins peut faire exploser un rêve d'indépendance. De l'est du Congo où une paix n'était qu'un paravent, jusqu'au Soudan où la fin de la guerre ne tient peut-être qu'à un coup de fil venu d'Abu Dhabi. Accrochez-vous, on plonge dans ce que beaucoup préfèrent ne pas voir. Prochaine guerre civile au Royaume-Uni. Question directe. Le Royaume-Uni est-il sur le point de basculer dans la guerre civile? En ligne, nombreux sont ceux qui le prétendent, persuadés que les manifestations et la colère autour de la migration vont mettre le feu au pays. Oui, il y a eu des soubresauts récents. Les émeutes de l'été 2024 ont été les plus étendues depuis 2011, déjà considérées comme la pire semaine de désordre public depuis plus de 2 siècles. En 2025, l'onde persiste. Rassemblements hostiles devant des hôtels hébergeant des migrants en Angleterre, incendies d'habitations de ressortissants étrangers en Irlande du Nord et des mises en garde apocalyptiques venues d'en haut, Lisa Nandy a même affirmé que certaines zones du Nord étaient si en colère qu'elles pourraient s'embraser. Difficile alors de ne pas se rappeler l'avertissement d'Alexis de Tocqueville à la veille des révolutions de 1848. Nous dormons sur un volcan. Mais il faut refroidir la lave. Entre désordre et guerre civile, l'écart est immense. Pour basculer dans une guerre civile, il faut au minimum 2 factions armées, ou un scénario où une part significative de la police ou de l'armée défie les ordres et retourne ses armes contre l'État. Rien de tout cela n'est observable aujourd'hui. Les forces armées britanniques cultivent une neutralité politique presque excessive. La police reste remarquablement unie quand il s'agit de réprimer la violence. Ce n'est pas Khartoum en 2023, avec les SAF et les RSF prêts à s'affronter dans les rues. Comparé avec 1914, dernière fois où le Royaume-Uni a vraiment frôlé l'embrasement intérieur, des centaines de milliers d'hommes rassemblés dans des milices armées et des pans entiers de l'armée prêts à désobéir autour de la question explosive de l'Home Rule pour l'Irlande. Si tout n'a pas pris feu, c'est surtout qu'une guerre mondiale est venue dérégler la mèche. Et nul besoin d'un conflit total pour saigner un pays. Les troubles en Irlande du Nord ont fait près de 4000 morts en 30 ans, coûté des fortunes et frappé Londres comme Manchester. Imaginez un remake à l'identique aujourd'hui, tiré par les cheveux. La fracture confessionnelle était alors beaucoup plus tranchée. Les discriminations envers les catholiques sans commune mesure avec la situation actuelle et des événements déclencheurs majeurs, Bogside, Bloody Sunday, n'ont pas d'équivalent aujourd'hui. À moins d'un affrontement d'élite ou d'une scission militaire, une guerre civile implique des gens ordinaires qui tuent des gens ordinaires. Or, entre « j'en ai ras-le-bol » et « je prends une arme pour ôter la vie », l'abîme est réel, sauf si des Britanniques se persuadent que l'État les opprime à un degré intolérable et qu'on abat leurs proches. Ils ne franchiront pas ce pas. On a couvert quantité d'épisodes de troubles massifs, Nouvelle-Calédonie en 2024, Kenya en 2024 à 2025, ou l'Indonésie tout récemment, et la vaste majorité ne dégénère pas en guerre civile. Quand ça dérape vraiment, comme en Syrie en 2011 ou au Myanmar en 2021, le contexte est celui de régimes autoritaires qui torturent et massacre des manifestants. Quel que soit votre jugement sur Keir Starmer, assimiler son gouvernement à une dictature type Assad ou à la junte birmane serait absurde. Bref, rien n'assure que tout aille bien au Royaume-Uni. Il peut y avoir d'autres émeutes, d'autres incendies d'hôtels, d'autres heures avec la police. Mais il y a un monde entre des flambées de désordre et le prochain Soudan. Des sociétés en colère, l'histoire en regorge, très peu basculent pour autant dans la guerre civile. Idéalement, que tout le monde prenne un thé et respire. Sous les radars, le Kurdistan irakien, une querelle de famille aux allures de bombe. Cap au nord de l'Irak pour un épisode passé trop inaperçu. Les Kurdes sont 25 à 30 millions entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, et leur quête d'un État a longtemps structuré la région. La Turquie vient de conclure un accord de désarmement avec des paramilitaires kurdes qui devraient s'intégrer, au moins en partie, aux structures nationales. En Syrie, le sort de l'autonomie kurde à l'est, la Rojava, est une inconnue. En Iran, l'indépendance kurde est une gageure. Reste le Kurdistan irakien, zone semi-autonome reconnue par la Constitution, qui paraît pour l'instant le foyer kurde le plus stable. Mais la politique interne y est inflammable. 2 grandes forces dominent, l'UPK,
Union patriotique du Kurdistan, et le KDP, Parti démocratique du Kurdistan. Et d'autres formations émergent. Cette semaine-là, la sécurité intérieure de l'UPK a dévoilé un complot visant à assassiner son chef, Bafel Talabani. Selon leur version, 6 de ses propres gardes auraient reçu l'ordre de le tuer. Louer un appartement dans une tour face au QG, établir un nid de tireurs d'élite avec vue dans son bureau, puis enchaîner avec une frappe de drone certains des suspects ayant, dit-on, appris des techniques en Ukraine. Le pire, le commanditaire présumé, Lafur Talabani, le cousin de Bafel. Ancien co-dirigeant de l'UPK écarté après une lutte fratricide, Lafur a fondé un petit parti dissident en progression. La révélation du complot a déclenché des affrontements de rue entre partisans des deux camps autour de l'hôtel où séjournait Lafur. Après plusieurs heures, il s'est rendu. 5 blessés, dont un membre de la famille, une vingtaine de blessés au total et plus de 160 arrestations selon les forces de sécurité. Au-delà du duel de cousins, l'épisode menace d'ouvrir la voie à des violences plus larges, à mesure que d'autres factions armées chercheraient à profiter de la brèche pour pousser leurs agendas. Congo. Une paix de papier, une guerre qui rampe. Question suivante. Le conflit est-il terminé, autant qu'un conflit africain puisse l'être, entre le Rwanda et la RDC? Réponse nette, non. Sur le terrain, l'armée congolaise affronte surtout le M23. Groupes rebelles adossés au Rwanda, comme les Houthis ou le Hamas, peuvent être adossés à l'Iran. Soutien réel, mais objectif propre. Or, tout le processus de paix a fonctionné comme si on voulait faire perdre le fil aux observateurs pour signer des accords d'extraction minière, détourner la lumière et rouvrir les affaires. Kigali a, comme toujours, nié l'envoi de troupes, y compris de milliers de soldats, aux côtés du M23, et l'accord signé ne l'a pas contraint à reconnaître autre chose. Le Congo aurait halluciné la guerre. Paul Kagame aurait paraphé un papier pour calmer des voisins inquiétés. Les pourparlers qui comptaient vraiment étaient au Qatar. Un deal direct Kinshasa M23. Étrangement, dès que l'accord RDC-Rwanda a été signé, les discussions directes ont commencé à s'effilocher. Dire que le cessez-le-feu tient relève de l'extrême technicalité. Les FARDC ne combattent pas à grande échelle, mais des milices pro-gouvernementales restent actives et des massacres de civils sont imputés au M23 comme à ces milices. Dans le même temps, les deux camps repositionnent des forces sur les anciennes lignes de front comme pour un retour des hostilités. Le 18 août, le M23 s'est retiré des pourparlers et, dans les jours suivants, a repris une avancée vers l'intérieur. Si le Congo le laisse s'installer le long d'un axe routier vital, il sera contraint de répondre. À moins d'un revirement, on ne parle pas de si, mais de quand. Soudan. Une guerre que Mohamed Ben Zayed pourrait arrêter, en théorie, en 1 heure. Question crue. La guerre du Soudan finira-t-elle un jour? Elle pourrait s'arrêter dans l'heure. Si Mohamed Ben Zayed, émir d'Abu Dhabi, coupait net l'oxygène que l'EAU fournit aux RSF, les forces de soutien rapide. Enquête médiatique, rapport onusien, déclaration du gouvernement soudanais. Depuis 2023, armes et argent transitent via des bases en Tchad, puis plus récemment au Soudan du Sud, alors même que les RSF mènent un génocide au Darfour. D'autres acteurs malveillants existent, l'Iran, la Russie, le général Haftar en Libye, mais aucun n'est aussi central que le EAU. Sans Abu Dhabi, l'effort de guerre des RSF s'effondrerait. L'armée régulière soudanaise n'est pas irréprochable. Bombardement d'air civil, lien assumé avec des islamistes. Mais elle ne mène pas, aujourd'hui, de campagne génocidaire. Pourquoi l'EAU ne lâchera-t-elle pas? Parce qu'Abu Dhabi tisse sa grande partie africaine, de la Somalie à l'Éthiopie et au Kenya. Les RSF en sont un pivot, contrôlant la majorité des mines d'or du pays, dont des tonnes partent vers le UAU. Mohamed Ben Zayed a aussi une dette politique envers les paramilitaires pour leur soutien à l'intervention au Yémen. Conclusion amère, la guerre pourrait cesser très vite, mais ne cessera probablement pas pour des raisons de puissance et d'argent. Quelle guerre surveiller en premier? S'il ne fallait en surveiller que 2, ce serait d'abord le Soudan, drame colossal, invisible du grand public, plus de 150 000 morts, risque d'embrasement régional vers le Sud-Soudan et le Tchad et l'Ukraine, dont l'issue façonnera des décennies d'équilibres mondiaux. La seule autre crise potentiellement comparable serait un conflit sur Taïwan, qui aspirerait les États-Unis et l'Indo-Pacifique. Pour l'heure, il n'a pas lieu, d'où la priorité à l'Ukraine. C'est tout pour aujourd'hui. La colère gronde dans plusieurs régions du monde, mais entre émeutes et guerre civile, entre cessez-le-feu et paix,
Entre proxy et décideurs réels, il y a des nuances qui changent le destin des nations. À la semaine prochaine pour déterrer ce que d'autres préfèrent laisser enfoui.